Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelle et professionnelle, des clés concrètes, des outils, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel du Calme. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. J'espère que l'épisode que j'ai proposé il y a 15 jours vous a aidé à amener de la clarté dans la fixation de votre objectif pour cette année 2024 qui arrive, ou pour clarifier aussi les résolutions que vous vous êtes posées en début d'année. Alors aujourd'hui, on va y aller avec un sujet qui me passionne, que j'aime beaucoup traiter, pour lequel les clients font régulièrement appel à moi. C'est le sujet de l'échec et plus précisément le fait de surmonter l'échec ou de pallier au sentiment d'échec que l'on peut avoir à un moment de sa vie. Donc j'ai 1 million de choses à dire sur ce sujet. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, je vais essayer d'aller extraire vraiment les pistes intéressantes pour vous aujourd'hui si vous vous retrouvez dans un parcours de vie où là actuellement vous êtes confronté à ce sentiment d'échec. Mais avant d'y aller avec ce sujet, je voulais déjà vous remercier pour votre présence sur le podcast, vous remercier pour votre fidélité qui me touche toujours énormément. Je suis toujours comblée de lire vos messages, de voir comment ça impacte vos vies d'une certaine manière, comment vous pouvez cheminer en douceur avec l'appel du calme, parce que c'est vraiment toute la mission que je me suis donnée avec ce podcast, guider les personnes à trouver le calme intérieur, la sérénité, une forme de bien-être et une forme de tranquillité, que ce soit dans la vie pro, la vie perso ou la vie familiale. Donc voilà, vos retours me touchent énormément et j'apprécie aussi le fait que vous souteniez le podcast, que ce soit en vous abonnant au podcast directement sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, que ce soit en le partageant à vos amis, à vos proches, à votre entourage pour dire combien ça vous aide et combien ça pourrait les aider aussi. Et puis surtout aussi le soutenir en mettant une note sur Apple Podcast, sur Spotify notamment, qui sont les 2 grosses plateformes sur lesquelles le podcast est écouté et qui donc a besoin de votre soutien pour être remonté dans la visibilité sur ces plateformes. Donc voilà, merci à vous encore une fois de jouer le jeu et puis de dire combien vous appréciez le podcast et de le soutenir ainsi. La parenthèse est en fait là-dessus, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet comme je l'ai dit, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et l'idée c'est pas que l'épisode dure 2 heures. Donc là, l'objectif de cet épisode, c'est pas d'aller trouver une solution X ou Y ou d'avoir un plan d'action pour trouver une solution X ou Y à un problème précis. L'objectif de cet épisode, c'est bien de vous amener à adoucir le sentiment que vous ressentez vis-à-vis de l'échec. Si c'est votre cas en ce moment, parce que peut-être que tout va bien, et tant mieux. Mais si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez en échec actuellement, mon objectif ici, c'est de ramener en fait une forme de douceur dans votre façon d'appréhender cet échec et de vous aider à vous engager dans un parcours de résilience. Moi, en cabinet, j'accompagne des personnes qui sont à des étapes de vie où elles ont été confrontées à en fait une certaine somme d'échecs ou à un échec tellement grand qu'elles ont une difficulté à s'engager dans ce fameux parcours de résilience. En fait, elles en sont à qu'est-ce que je dois faire ? Parce que là, je me sens empêtrée dans plutôt la douleur, dans les sentiments plutôt négatifs, les émotions négatives, et je sais pas comment me sortir de ça, mais j'ai envie de sortir de ça parce que c'est super douloureux en fait à vivre et à ressentir. Et déjà, je voudrais envoyer beaucoup de soutien et de compassion à
à vous, si c'est votre situation, mais à toutes les personnes qui vivent ce sentiment d'échec, parce que très honnêtement, ça provoque des sentiments quand même difficiles, douloureux, sentiments de honte, de culpabilité, sentiments de vide. Il y a cette souffrance en fait, cette douleur de se sentir impuissant par rapport à une situation qu'on ne peut pas changer ou qu'on n'arrive pas à changer si on a essayé déjà et que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi ce sentiment parfois de se sentir incapable, d'être en incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit pour changer les choses. Et je dirais que le sentiment qui me touche profondément, qui me bouleverse profondément quand je reçois des personnes qui sont dans ce sentiment de se sentir complètement inadaptées dans leur qualité humaine, en fait, dans le fait d'être un humain adapté au monde. Elles se disent, mais je n'ai pas ma place parce que moi, je n'arrive pas à atteindre ce que la majorité des personnes semblent pouvoir atteindre. Et vous voyez déjà, dans la façon dont j'exprime les mots, ce ne sont pas forcément les mots qui sont directement employés, c'est-à-dire que moi je dis dans la façon dont les gens semblent atteindre les situations parce que j'ai ce regard et ce recul sur les situations. Mais quand on est en situation d'échec, en fait, on a l'impression que tout le monde y arrive, mais pas nous. C'est un petit peu le cerveau là qui va zoomer sur uniquement ce qui ne va pas. Et l'histoire qu'on se raconte quand on échoue, c'est qu'on se dit mais je suis nulle, je suis incapable, je vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, le bonheur c'est peut-être pas pour moi, être en couple ce n'est peut-être pas pour moi, être un entrepreneur, une entrepreneur qui réussit c'est peut-être pas mon truc en fait, je me trompe de voie. Et on a l'impression que finalement le problème c'est nous ou c'est soi et on manque de hauteur par rapport à la situation. Et en fait, on s'enferme parce que clairement, ce qui se passe, c'est que plus on va souffrir et être en douleur par rapport à cette situation-là d'échec, que l'on ressent comme étant un échec, plus on s'enferme finalement dans des biais cognitifs. Ça peut être un biais de généralisation, c'est-à-dire qu'on va regarder l'entièreté de sa vie et on va se dire, finalement, ma vie n'est qu'une somme d'échecs ou ma vie est un échec. On fait un énorme raccourci et on se dit, ma vie c'est ça, voilà, on fait un tableau global et on se dit, en fait ce n'est qu'une somme d'échecs. On tombe dans des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va se dire, chaque fois que j'essaye quelque chose de nouveau, chaque fois que j'essaye quelque chose de différent, chaque fois que je me connecte à quelque chose qui me donne envie vraiment et que je veux l'atteindre, je ne peux pas, en fait, je vais cesser de vouloir atteindre ce type d'objectif parce que, à chaque fois, je me retrouve dans des situations qui confirment que ce n'est pas pour moi, qui confirment que je suis nulle, qui confirment que je suis incapable, qui confirment, etc., etc. On va se conforter et confirmer le fait qu'on est condamné quelque part à l'échec. On va aussi tomber dans des biais de négativité, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on fait principalement d'ailleurs quand on a ce sentiment d'échec profond, c'est qu'on tombe dans un biais de négativité où on ne voit que le négatif de la situation. La situation est dépeinte noir, gris, on sort pas de ces couleurs-là, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune dedans, il ne faut pas chercher, tout est noir. Et en fait, on va voir que le noir, que le noir, que le noir, que le noir. Et moi, l'idée avec cet épisode, c'est d'aller, bien sûr, remettre de la couleur là où il faut en mettre, parce que tout n'est pas que noir, tout n'est pas que gris, il y a aussi d'autres couleurs. Et pourquoi c'est important pour moi, en fait, de divulguer ce message, pourquoi c'est important pour moi d'amener les personnes à avoir une prise de hauteur sur ce type de situation, à se sentir beaucoup mieux par rapport à ce sentiment d'échec. C'est parce que l'échec, pour moi, quand on se sent comme ça, le risque, quand on tombe dans des biais de généralisation, de confirmation, de négativité, le risque, c'est d'être enfermé finalement dans son état d'esprit fixe, comme on est à l'instant T, on est dans une situation T, on va rester à l'intérieur et finalement on est dans un état de figement. Et quand on est dans un état de figement, il y a deux possibilités là à ce moment-là. C'est que soit j'opte pour l'immobilisme, j'évite toute situation qui pourrait me confronter à nouveau à un échec et donc à nouveau à souffrir. J'évite toute situation qui pourrait être douloureuse. J'évite en fait de poursuivre mes rêves, j'évite de poursuivre un objectif, voilà. Donc on va rester dans ce qu'on connaît. Donc là, on se tasse, on bouge plus. On développe des mécanismes de protection
pour éviter de souffrir là aussi à nouveau. Donc on va tomber peut-être dans l'ultra-contrôle, dans donc l'évitement des situations. On va éviter, faire l'anguille, éviter tout type de situation qui pourrait nous reconfronter possiblement à nouveau à un état d'échec ou de douleur. On va tomber dans le perfectionnisme, donc ça va avec la volonté de contrôler en fait, en se disant si je m'attelle à des détails, si je vais loin dans les détails, cette fois-ci, je vais peut-être pas passer à côté de certains éléments qui auraient contribué à ma réussite. Et donc on va essayer d'être vraiment très contrôlant, de faire les choses avec perfection, mais en fait, ça c'est une méthode aussi inconsciente, mais c'est une façon d'éviter l'action. C'est une façon d'éviter les actions qui vont nous confronter, encore une fois, à des situations, soit qui vont réussir, soit qui vont échouer. Mais comme notre esprit s'est vraiment focalisé sur qu'est-ce que c'est douloureux d'échouer, on va tomber dans des mécanismes, des comportements qui nous poussent à nous auto-saboter, à procrastiner, à être dans l'ultra-perfectionnisme, l'ultra-contrôle, mais qui en fait ne font que repousser le passage à l'action. Quand on est confronté à l'échec, ce qui se passe, c'est qu'on va être du coup soit dans c'est tellement douloureux que je veux plus le vivre, ou alors c'est douloureux mais j'avance coûte que coûte et j'évite de regarder de trop près la situation parce que si je regarde de trop près, j'ai conscience que ça va me faire souffrir peut-être encore un petit peu trop et un petit peu plus. Donc j'avance avec des œillères, j'avance un mécanisme de fuite vers l'avant. Et j'ai le risque de retomber exactement dans les mêmes schémas. Dans cette deuxième team-là, finalement, j'ai vécu un échec, mais c'est pas grave, on avance. Je vais rebondir, c'est sûr, et je vais y arriver. En fait, je pense à la phrase de Nietzsche qui a été sortie, extraite du contexte et largement répandue finalement comme un mantra de positivité absolue, qui est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et en fait, cette phrase-là me gêne profondément. Déjà, d'une part, parce qu'elle est sortie du contexte et c'est pas en fait le fait de pas être d'accord avec Nietzsche, c'est que Nietzsche est un philosophe. Nietzsche a entamé tout un parcours et en fait, on ne peut pas juste extraire une phrase comme ça et en faire une généralité. D'ailleurs, c'est la grande mode avec les citations en fait. Elles sont censées motiver les gens, mais elles peuvent aussi donner le contre-pied, culpabiliser et empêcher justement cette prise de recul, cette prise de hauteur, cette objectivité sur sa situation. Et pour moi, je suis pas d'accord de prendre juste cette phrase, de l'extraire du contexte et de la prendre telle qu'elle, parce que ça nous fait tomber dans cette attitude-là de quoi qu'il arrive, ça ne m'a pas tué, donc j'avance. Ok, ça peut peut-être motiver certaines personnes, mais quand on est confronté à un échec qui va provoquer une douleur intense, une souffrance intérieure profonde, qui a des répercussions, des conséquences sur la majorité des domaines de sa vie, quand on est confronté à un échec, peut être assimilé finalement à un traumatisme, cette phrase n'est pas du tout constructive. Quelque part derrière la force, il y a cette notion d'énergie puissante, mais c'est une énergie de lutte, de combat. Si je suis dans la lutte permanente, toute ma vie, je vais m'épuiser extrêmement vite, et puis ce n'est pas tenable en fait d'être en lutte constante. Ou alors, si je suis en lutte constante contre le monde, contre potentiellement tout ce qui me fait souffrir, ça veut dire que je me forge une armure qui va être de plus en plus épaisse parce que je vais rencontrer de plus en plus de situations de toute façon où je ne pourrai pas empêcher les déceptions, les échecs, les désillusions. Donc, je vais au fur et à mesure me forger une armure. J'aurai l'air en apparence très forte, mais en réalité, à l'intérieur, je n'aurai rien traité. Et finalement, cette armure, un jour ou l'autre, soit elle est détruite par un événement qui est tel que la personne se sent complètement vulnérable parce qu'elle n'a juste avancé qu'avec des armures et elle n'a pas appris à avancer avec sa vulnérabilité, soit on se retrouve avec une distance par rapport aux autres et à nous-mêmes. Il y a une distance avec la conscience de nous-mêmes qui s'éloigne, qui se crée. Donc déjà, pour moi, ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort, c'est pas, vous l'avez compris, une phrase avec laquelle je suis en accord. Par contre, je suis d'accord sur ça si le fait d'avoir rencontré cet échec me permet de développer ma résilience
et ma connaissance de moi-même. Parce que ça, ce sera une force. Et en séance de coaching, c'est ce qu'on va aller travailler. C'est cette connaissance de soi, c'est l'observation de l'échec finalement. Et qu'est-ce que j'en fais ? Et alors, évidemment, c'est pas quand la personne elle est au fond du trou qu'on fait ce genre de travail, parce que quand on est profondément blessé, qu'on se sent incapable, etc., on n'a pas de possibilité d'avoir ce recul, cette objectivité, cette hauteur sur sa situation. La première chose à faire, c'est déjà de s'envelopper d'une douceur immense, d'un amour inconditionnel envers soi pour se réparer de cet échec. Je vais venir un petit peu plus tard là dans le podcast sur les différentes solutions, mais je voulais vous illustrer quelque chose. Si vous prenez un vase en céramique ou en porcelaine, que vous faites tomber ce vase au sol, il va se briser en 2-3 morceaux. Vous allez prendre votre vase, vous pouvez, selon l'art du kintsugi, je ne sais plus comment on dit, kintsugi, réparer ce vase. Le kintsugi, c'est quoi ? C'est en fait une méthode de réparation de porcelaine ou de céramique qui provient du Japon et qui consiste à réparer les failles, en fait les fissures du vase, donc à recoller les morceaux avec une laque qui est saupoudrée d'or, ce qui fait que ça met en valeur, ça valorise les failles et les cicatrices du vase. Et en fait, cette technique-là, elle est aussi très métaphorique sur quand une personne se sent brisée, quand une personne a des cicatrices physiques ou intérieures, donc visibles ou des cicatrices de l'âme par exemple, on peut imaginer qu'on peut faire cette réparation, d'aller sublimer finalement ces blessures en valorisant les apprentissages qu'il y a derrière, en valorisant parce que ça a permis à la personne aussi d'apprendre sur elle-même. Et donc, de renforcer quelque part la valeur de la personne, comme on pourrait renforcer la valeur de l'objet. Finalement, si je le répare, c'est qu'il en vaut la peine. Il en vaut la peine et je veux le conserver. Et donc, je vais en plus le magnifier dans son histoire. Maintenant, si je poursuis la métaphore, si je refais tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois ce même vase, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'il va tomber, il va se briser, il y aura encore plus d'éclat. Il y aura, au lieu de 2-3 morceaux, peut-être une dizaine de morceaux, puis une quinzaine de morceaux, puis une vingtaine de morceaux. Donc certes, je peux toujours essayer de faire mon puzzle, de recoller les morceaux, de refaire ma technique de kintsugi et d'aller sublimer chaque faille, chaque blessure. Sauf qu'on comprend bien qu'à ce moment-là, ce vase, même s'il est réparé, il est quand même énormément fragilisé. Il suffit de pas grand-chose, peut-être d'une dernière fois pour que je le pousse, qu'il tombe au sol, pour qu'il se brise en une infinité de morceaux qui le rendra irréparable. Et en fait, la métaphore, je l'utilise pourquoi ? Parce que pour moi, et je reviens à cette citation de Nietzsche qui est selon moi mal employée et sortie de contexte, c'est que non, ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus forts. À force d'échecs, à force de blessures, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas plus forts. En fait, au contraire, il y a une énorme fragilité. Ça fragilise d'être confronté à l'échec de façon chronique, de façon récurrente ou à des épreuves qui sont tellement traumatiques finalement que ça fragilise à l'intérieur. Ça ouvre des blessures béantes. Et finalement, ça vient entamer l'estime de soi, la confiance en soi et surtout, ça donne un sentiment d'impuissance. Le fait qu'on ne peut rien faire, encore une fois, contre ce qui nous arrive. Comme si on n'était pas maître de la situation. Finalement, quoi que je fasse, je me retrouve en situation d'échec. Donc ça, c'est hyper douloureux. Et ça peut être très maladroit à ce moment-là d'être dans l'invective de « mais attends, t'en es pas mort. C'est bon, il y a pire. Vas-y, avance quoi. Il y a pire que toi. » Et en fait, combien de fois on a entendu ce genre de réflexion à un moment donné où on avait le moral au fond de la cale? Est-ce que ça vous aide, vous, à vous remonter? Non, ça ne fait qu'exacerber de la culpabilité. Et finalement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. On va peut-être se donner un petit coup de pied au cul, mais le coup de pied au cul, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est que du coup, on va mettre des œillères. Ok, je refuse d'aller voir un petit peu plus loin. Ok, j'avance, je me mets en mode locomotive, je vais tout défoncer là. Et en fait,
au prochain échec, je me retrouve juste dans la même situation parce que je n'ai pas pris le temps d'aller embrasser cet échec. Donc ça, c'était un petit peu pour introduire ce sentiment d'échec. Et évidemment, c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu aussi. J'en parle avec plus de facilité aujourd'hui, mais croyez-moi que quand on se sent, qu'on a ce sentiment horrible de se dire « mais je suis inadaptée à la société probablement, je suis incapable de faire, de produire quoi que ce soit de valeur, quoi que j'entreprenne finalement, ça ne suffit pas, ce n'est pas le bon chemin, je suis confrontée à l'échec. Ça entraîne énormément de désillusion. Je parlais de sentiment d'impuissance, mais il y a cette espèce de résignation terrible. Quand je décide de quelque chose, finalement, je suis confrontée à ce que ça ne fonctionne pas. Donc la vie est en train de me montrer que je me trompe, que je fais fausse route, mais le chemin qu'elle me montre, ça ne me plaît pas, c'est pas ce que j'avais imaginé. Donc dans ces moments-là, c'est super dur de se dire mais comment je vais me sortir de ça, comment je vais m'en relever. Bien sûr que donc des échecs, je le dis, moi j'en ai vécu, donc des micro-échecs. Donc cela, c'est pas tellement un problème, ces micro-échecs, on en vit un petit peu tout le temps. Je prends un exemple de la prospection que j'appelle pour trouver un partenariat avec quelqu'un, que cette personne me répond non. C'est pas ça l'échec. Ça, c'est ce que j'appelle ces micro-échecs, avoir un non. Si un non de temps en temps, voilà, c'est ça le micro-échec. Si j'ai 50 non et que j'ai essuyé, je sais pas moi, que j'avais un listing de 50 personnes, voilà, je peux commencer à me sentir en échec. Mais encore une fois, je dis je peux commencer à me sentir en échec, ça ne veut pas dire que c'est un échec. C'est vraiment le sentiment, est-ce qu'on en fait, qui est important. C'est la perception que l'on a de l'échec qui est importante à aller observer ici. Et c'est ce que j'ai compris à travers ma propre histoire. Moi, j'ai eu un sentiment d'échec très profond il y a quelques temps, il y a à peu près 18 mois de ça, on va dire, je ne sais pas précisément, hein, mais lorsque j'ai eu mon accident d'équitation, j'étais à ce moment-là en train de me construire au niveau professionnel, j'étais en train d'enclencher le mouvement vers une activité de médiation équine, et ça commençait à démarrer plutôt bien. Ça me donnait de belles perspectives au niveau professionnel. Il n'y avait rien de facile là-dedans, dans la mise en place. Il y avait déjà quelques difficultés, des micro-échecs, c'est-à-dire des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais en tout cas, j'avais la perspective que j'étais plutôt sur un bon chemin et que c'était probablement ma voie, puisque les chevaux étant ma passion, étant cavalière, c'était logique pour moi d'associer ce côté coaching et équitation. Puis vient cet accident. Vient au moment de l'accident aussi le fait qu'à ce moment-là, je souhaite acheter un cheval et que du coup, l'accident survient exactement au même moment, mais qu'en plus, j'avais déjà signé l'achat de ce cheval. Et 2 jours avant, en fait, le vendeur m'appelle pour me dire que le compte-rendu vétérinaire n'est pas super bon. Et que je suis en droit du coup de me rétracter compte tenu des tares importantes que possède ce cheval. Et dans ma tête, donc j'étais avec ça tout le week-end en train de me dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'engage avec ce jeune cheval qui a déjà des problèmes de santé, sachant que j'avais eu un véritable coup de cœur pour ce cheval, ou est-ce que je suis raisonnable en fait et je me dis non, je m'embarque pas là-dedans parce que peut-être que ce cheval, je ne pourrai jamais le monter, peut-être que il va souffrir dans la région dans laquelle je suis parce que du coup les préconisations vétérinaires faisaient que c'était un cheval qui aurait été beaucoup mieux dans une région avec un climat plus humide et surtout des sols beaucoup moins durs que chez nous. Donc je me disais en fait, est-ce que je fais un choix un petit peu égoïste, le choix du cœur et j'écoute pas trop ma raison, ou est-ce que je fais le choix de la raison ? Puis 2 jours après, j'ai cet accident et je me dis c'est un coup du sort en fait, c'est la vie qui me montre que je dois renoncer. Sur le moment, je pense pas encore à mon avenir professionnel, sauf au moment où mon chirurgien me dit que la reconstruction va être longue et qu'en fait, il est probable que j'ai des séquelles physiques. Et à ce moment-là, je me dis, bon ok, concentre-toi sur la guérison, concentre-toi sur le parcours de rééducation, etc. Et puis tu penseras après à la suite.
Sauf que le temps passant, le traumatisme de cet accident au niveau psychologique s'est installé. Et petit à petit, j'en avais plus rien à foutre des séquelles physiques, qui, bon, soit dit en passant, finalement, se sont avérées minimes. J'ai fait mentir le chirurgien, d'ailleurs il me l'a dit, il était très content du résultat, il en revenait pas lui-même. Mais du coup, aujourd'hui, je peux dire que franchement, elles sont plus que minimes et je n'y prête quasiment pas attention, ce n'est pas grave. Hormis, je veux dire, enfin, le fait d'avoir une cicatrice physique. Et quelque part, j'ai, avec cette technique aussi du kintsugi, choisi de me dire, voilà, une décoration sur mon corps finalement. C'est le parcours de vie qui est inscrit. Mais c'est surtout finalement le traumatisme psychologique qui est resté ancré. Et ce traumatisme ancré, qui a été travaillé par la suite, donc avec un professionnel spécialisé, c'est comment améliorer, mais pas à 100%, et pas au point et à la rapidité que j'espérais, c'est-à-dire simplement reprendre mon travail en médiation équine. Et j'ai dû me résoudre, donc ça c'était il y a un petit peu plus d'1 an, à me dire finalement je ne peux pas reprendre de suite cette part-là de mon métier, pour lequel du coup c'était quand même, ça représentait 80% de mon chiffre d'affaires à l'époque. Tu vas revenir à ce que tu faisais initialement, c'est-à-dire des coachings, et puis tu vas rester sur ça. Sauf que moi, ayant délaissé pas mal les communications vis-à-vis des coachings et m'étant tournée beaucoup vers l'Eki-coaching, et bien du coup, c'était toute une communication, toute une réorganisation à revoir, toute une stratégie à revoir au niveau commercial. Et en fait, ça a été difficile de remonter la pente, plus que je ne le pensais, et j'ai entamé un parcours fait de haut et de bas au niveau psychologique, parce que j'ai eu un sentiment d'injustice, mais aussi d'impuissance. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de payer le bonheur auquel je touchais là. Finalement, c'est comme si la vie avait voulu me montrer, non, mais surtout ne sois pas trop heureuse, t'emballe pas trop cocotte, on va te faire marche arrière un petit coup là, que tu redescendes de 3 niveaux. Et pour la première fois de ma vie, j'allais m'autoriser vraiment à me faire plaisir, à suivre ma passion, à aller vers ce que mon cœur me disait. Et c'est comme si, à ce moment-là, je n'y avais plus droit. Ce que je veux vous faire toucher du doigt par ici, c'est que, en fait, ça a été mon interprétation de la situation. Et bien sûr que ça a provoqué un sentiment d'échec, parce que j'ai eu l'impression d'échouer au niveau professionnel, j'ai eu l'impression d'échouer au niveau personnel. C'est venu toucher chaque domaine de ma vie, a été impacté, le domaine des finances, le domaine familial, le domaine des loisirs directement, puisque du coup, ayant désormais peur des chevaux, je n'arrivais même plus à m'en approcher au moment où ça s'était arrivé, et du coup, ça a mis du temps à revenir, et c'est pas du 100% encore aujourd'hui. Donc il y a ce sentiment d'échec par rapport au fait de ne plus pouvoir pratiquer sa passion, tout simplement, au-delà du métier. Le fait de se dire, c'est peut-être en fait de ma faute, qu'est-ce que je n'ai pas fait bien, si j'en suis arrivée là, c'est parce que... Il y a eu un tas de choses en fait qui ont mis en exergue ce sentiment d'échec, et ce sur quoi j'avais besoin à ce moment-là d'aller travailler, et ce sur quoi j'avais besoin d'aller quelque part, j'emploie ce terme entre guillemets, mais me guérir. C'est-à-dire que ça ouvrait des blessures qui appartiennent en fait à mon histoire. Et mon histoire, votre histoire, c'est la façon dont vous avez défini vos standards de réussite et d'échec. Et donc là, c'est la première voie que j'ai envie de vous indiquer, c'est quels sont vos standards de réussite et d'échec. Est-ce que vous avez de la clarté aujourd'hui sur, pour moi, l'échec, ça signifie ça, et l'échec, ça signifie ça. Et est-ce que vous savez si chacun de ces standards vous appartiennent, vous sont propres, ou est-ce que ça appartient finalement à votre histoire, à ce que vous vous trimballez comme valise, à ce que la société vous a conditionné à penser, à ce que votre éducation vous a poussé à croire. Et en fait, moi, quand j'ai regardé en arrière, pourquoi j'avais ce sentiment d'échec si grand par rapport à cet événement de vie où j'avais tendance à relativiser, à me dire c'est pas le pire que tu aurais pu vivre, et puis c'est pas
Par rapport à d'autres, c'est pas un truc horrible. Donc c'est cette fameuse relativité qu'on essaye d'employer pour continuer d'avancer. Mais en fait, il y a un truc qui nous retient à l'intérieur. On se sent quand même blessé. On peut pas faire disparaître ce sentiment d'être blessé, de douleur. Juste en se disant ça ne fonctionne pas. À part nous culpabiliser, ça ne fait pas avancer, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça a demandé d'aller voir un petit peu plus loin et d'aller regarder du coup comment j'ai défini mes critères, mes standards de réussite ou d'échec. Est-ce que c'était par rapport à moi ou est-ce que c'était par rapport à ces conditionnements que j'ai reçus dans l'enfance ? Finalement, je me suis dit, mais est-ce que là, actuellement, ce n'est pas la petite fille en moi qui souffre ? Est-ce que la petite fille en moi n'est pas en train de se dire, est-ce que tu m'aimeras quand même si j'échoue ? C'est-à-dire que la petite fille en moi, à l'époque, voulait à tout prix être valorisée par les parents, aimer des parents, comme la plupart des enfants, qui vont vouloir bien faire les choses pour être appréciés de leurs parents. Puis il y a ceux qui vont faire exprès d'être dans la défiance pour valider le fait que même si je fais pas les choses comme il faut, je suis quand même aimée. Donc moi, à l'époque, j'étais en mode petite fille plutôt soumise et pas rebelle, c'est-à-dire que j'avais tendance à, oui, faire mon maximum pour être sage, ne pas faire de bêtises, avoir des bonnes notes, être polie, être courtoise avec les gens, pas, voilà, déborder, ne pas faire de choses qui pourraient être gênantes pour mes parents, par exemple. Et je me dis, à ce moment-là, est-ce que finalement la honte que je ressens, l'injustice que je ressens, est-ce que c'est pas la petite fille qui est blessée à l'intérieur de moi-même et qui a peur du coup de ne plus être aimée ? Parce que ça a généré un tas de peur, cette situation. Et je me dis, au-delà de ça, c'est finalement, j'ai pas réussi à trouver ma voie, j'ai pas réussi à vivre de ma passion, j'arrive pas à enclencher un truc sur lequel on se dit, elle est lancée, c'est bon. Et en fait, c'est comme si j'interrogeais mes parents et que je leur disais, est-ce que même si j'échoue dans ma vie professionnelle, même si je ne suis pas ce que tu espérais que je devienne, c'est-à-dire médecin, avocate ou professeur, est-ce que tu vas m'aimer quand même ou est-ce que tu auras honte de moi ? Et en fait, je me suis rendu compte en allant interroger, voilà, pour pas rentrer dans toute mon histoire, toute mon intimité, mais je suis allée interroger ces enjeux qui me dépassaient parce que mon regard sur la réussite et l'échec, à ce moment-là, ne m'appartenait pas vraiment. J'étais dans « il faut que je fasse ceci ou cela et que j'arrive à tel niveau pour penser que je suis aimable, appréciable, que j'ai de la valeur ». Évidemment, c'est l'interprétation d'une petite fille qui est toujours à l'intérieur de moi et qui n'est pas guérie à ce moment-là. Donc je parle de quand même 1 an et demi en arrière. Et mon parcours de résilience, ça a été d'aller envelopper cette petite fille d'un amour inconditionnel, de la débarrasser de ce que je pense, de ce que je pensais à l'époque être les enfermements, les conditionnements dans lesquels j'avais grandi, mais qui n'étaient là aussi que des interprétations d'enfants. Je n'ai aucune certitude sur la véracité de mes parents pensaient ceci, cela, et d'aller guérir tout ça. J'en viens à ces pensées que j'ai développées qui m'ont aidé à entamer ce parcours de résilience et à être beaucoup plus douce envers moi-même. Et ce parcours de résilience, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait accompagné de professionnels de santé, mais je l'ai fait aussi accompagné de mes amis, de ma famille, de tout le soutien que je pouvais aller chercher, glaner autour de moi pour m'aider en fait à transcender cette épreuve que j'aurais pas pu passer seule finalement. À moins de m'enfermer, à moins de me créer une armure, à moins de nouveau mettre des œillères et d'avancer sans regarder à l'intérieur de moi. Mais je sentais bien que j'étais à un moment de ma vie où ça me demandait d'aller observer cette vulnérabilité immense. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais de toute façon dans une vulnérabilité immense. Quand vous avez un cheval de 500 kilos qui vous marche dessus, vous ne pouvez que vous sentir impuissant et vulnérable. À ce moment-là, votre qualité d'humain, vous vous êtes confronté à votre petitesse telle qu'elle est et à une impuissance totale. À ce moment-là, du coup, je me dis, retrouver ma puissance, ou mon pouvoir plutôt, c'est de justement me dire, je vais transformer cet épisode de ma vie pour aller guérir cet enfant qui est blessé à l'intérieur de moi.
Et donc j'entame ce parcours, donc accompagné, comme je le disais, du soutien de mes proches, du soutien de mes amis, du soutien des professionnels auxquels j'ai décidé de faire appel, donc des professionnels de santé, aussi une psychologue spécialisée dans l'EMDR, donc qui est une technique en fait pour gérer les stress post-traumatiques, mais aussi des professionnels qui accompagnent dans l'énergétique. Je suis allée frapper à de nombreuses portes avec cette vulnérabilité là, comme ça, sous mon bras, pour leur dire « Ok, je vais mal, ça va pas, j'ai besoin d'aide ». Et ensuite, de me dire « Ok, maintenant je me fous la paix avec les objectifs. Pour l'instant, mon objectif, c'est juste d'aller mieux ». Et donc, j'en viens à cette pensée numéro 1. Si c'est quelque chose que vous vivez, que vous traversez, déjà, je vous invite à non pas percevoir l'échec pour ce qu'il est, c'est-à-dire que l'échec en lui-même, de toute façon, n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est le regard que nous portons sur l'échec et c'est le regard que nous portons à ce moment-là sur nous-mêmes. C'est notre perception de nous-mêmes dans cette situation d'échec qui est douloureuse. C'est ce que l'on perçoit de notre situation qui va donner sa dimension dramatique à l'échec. Et déjà d'avoir ce regard-là, de se dire mais c'est pas la situation en elle-même, si je l'avais vécue peut-être 10 ans auparavant ou 10 ans après en ayant plus de bagages par exemple, je sais pas, peut-être que je l'aurais vécu différemment. Et pourquoi à cet instant de ma vie, j'ai ce sentiment d'échec qui est si fort, si douloureux. Donc ça c'est déjà la première piste, d'aller explorer ce côté-là. Une pensée numéro 2 qui m'a beaucoup aidée, ce qui amplifie finalement le sentiment d'échec et qui réduit notre capacité à le surmonter plus rapidement ou plus facilement en termes d'énergie ou de ressources par rapport à d'autres moments de notre vie, c'est la répétition des échecs. Donc à un moment donné, au lieu de me dire « je me sens enfermée dans ce schéma » ou « je me sens enfermée dans un échec profond », je me suis demandé « ok, qu'est-ce que j'ai assimilé ces derniers temps ou ces dernières années comme étant des échecs ?» Parce que ce qui est douloureux, c'est cette impression que quoi que je fasse, j'arrive à ce résultat d'échec. Et donc, je suis allée observer précédemment tous les micro-échecs ou les échecs plus importants. Et là, je suis remontée jusqu'à mon enfance finalement, pour voir, quelque part, faire une somme de tous ces échecs qui m'ont peut-être aussi traumatisée et enfermée dans un système de pensée qui me conduisent à penser de moi que je suis nulle, que je suis une incapable, que je n'arriverai jamais à rien. Et je suis allée observer ça avec beaucoup d'objectivité. C'est pas un travail évident à faire. C'est pour ça que ça demande quand même d'avoir précédemment fait vraiment ce travail d'avoir un regard beaucoup plus doux envers soi, parce que après, aller voir tous les échecs auxquels on a été confronté, ça peut réveiller des blessures. Mais c'est important d'aussi avoir cette objectivité-là, de se dire, en fait, j'ai vécu un tas de choses et je m'en suis pas rendu compte. Il y a eu plein d'événements que j'ai vécus comme tels et j'ai un peu balayé ça du revers de la main sans vouloir en tenir compte, mais en fait, ça compte. Donc, l'idée numéro 2, c'est celle-ci. Pensée numéro 3 qui m'a beaucoup soutenue, c'est que j'ai réappris à définir l'échec. Je le disais tout à l'heure, si je ne sais pas définir ce qu'est la réussite pour moi, je ne saurais pas définir ce qu'est l'échec pour moi. Et ce sont les injonctions extérieures qui vont me guider toute ma vie. Et donc moi, ma pensée numéro 3, ça a été d'aller redéfinir ce qu'est la réussite pour moi, ce qu'est l'échec pour moi, et à quel type d'injonction finalement j'avais essayé de répondre, ou j'avais essayé de suivre, qui ont fait qu'ensuite je me suis sentie à ce point en échec. Et donc de redéfinir, d'amener de la clarté sur, en fait, pour moi, la réussite, ça veut dire ça. L'échec, ça pourrait être ça. Ça m'a aidé à être beaucoup plus neutre sur ma situation, en fait. Et enfin, la pensée numéro 4 qui m'a pas mal soutenue, ça a été d'être au clair donc sur mon histoire personnelle, d'aller me débarrasser des injonctions parentales déjà, des injonctions de la société aussi, parce que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement perméable à toutes ces injonctions que je vois sur les réseaux sociaux parce que j'y passe beaucoup de temps pour mon travail, mais qu'en fait finalement j'absorbe aussi beaucoup de contenu et tellement de choses qui ne m'appartiennent pas et qui ne
au final, quand je prends du recul sur ça, je me dis, mais c'est comme si à force de voir certains modèles, on se disait, mais c'est la norme. Et non, en fait, ça ne correspond pas à ce que moi je veux dans la vie. Donc d'aller redéfinir ce que finalement j'ai envie de faire moi de ma vie, de qu'est-ce qui correspond à ma réalité, d'adoucir mon regard sur moi-même, sur ma situation, ça m'a aidé. Et là, je vous invite aussi à quelque chose, c'est-à-dire que souvent je parle de douceur, souvent je vous parle d'avoir beaucoup d'amour finalement vers vous-même, de vous parler avec amour, d'avoir un regard compatissant sur votre situation, d'être dans la bienveillance, etc. Mais je mets un petit warning sur attention, inversement, la douceur, la compassion, la bienveillance, ce n'est pas tomber dans la complaisance qui serait du coup pas du tout constructive, qui serait une forme de victimisation, qui serait une permission à se donner tout un tas d'excuses pour ensuite ne pas agir, pour ensuite se figer et rester dans l'immobilisme. Donc on se défait de la complaisance, on se responsabilise, ça veut dire qu'on va prendre soin de tout ce qui nous a blessés dans ce parcours, on se dit comment je peux surmonter cet échec et on y va. Et donc là, on va agir. Et agir, ça peut être agir avec douceur. C'est-à-dire qu'au lieu d'y aller en force, on va y aller avec la patience, avec de l'aide, avec de l'accompagnement, avec apprendre de nouvelles choses, etc. Donc oui, à ce moment-là, je pense qu'il est indispensable, effectivement, pour agir de façon saine, équilibrée, sans se fourvoyer à nouveau dans des illusions, d'agir en étant accompagné, de se former pour compenser le manque de connaissances qu'il y a peut-être eu à un moment donné qui nous a conduit du coup à un échec, de compenser peut-être le manque de compétences aussi qu'on a peut-être rencontré, si c'est un échec professionnel et que, je sais pas moi, quelqu'un qui voudrait devenir acteur ou actrice et qui irait courir les castings et qui ne prendrait jamais de cours de théâtre, de comédie, je sais pas si on dit comme ça, mais si elle essuie plein de refus, peut-être qu'à un moment donné, ce serait opportun de se dire, ok, je vais peut-être aller renforcer mes compétences dans la comédie, tout simplement, en allant prendre des cours. Et ça paraît logique, mais quelquefois, on est enfermé dans son truc, on fonce la tête dans le guidon, on a un objectif et on veut y aller, et du coup, on en oublie les trucs logiques et on en oublie certaines étapes évidentes. Et je dis pas que ça peut jamais marcher, il y a des personnes pour qui ça marchera, mais la plupart des gens auront besoin d'aller travailler leurs compétences, auront besoin d'aller travailler leurs connaissances, etc. Donc ça, c'est un truc que moi j'ai toujours fait, apprendre en continu, aller me former. Je ne pars jamais du principe que je sais, c'est-à-dire que je pars toujours du principe que j'ai quelque chose à apprendre, et donc je vais en permanence me former sur les choses que j'ai besoin de savoir. Et donc quand j'arrive à identifier ce qui m'a manqué, je vais aller me former sur ça. Et si je ne peux pas me former sur ça, ou si je me dis, mais en fait, c'est à des années-lumière de mes compétences de toute façon, je vais pas refaire par exemple 10 ans d'études pour avoir un doctorat en ceci, cela, je vais directement faire appel à la personne qui a les compétences, qui s'est formée, etc., pour lui déléguer cette partie-là, par exemple. Donc on peut toujours s'entourer aussi et déléguer certaines actions pour lesquelles on n'a pas la compétence ou pour lesquelles ça nous demanderait trop d'énergie pour aller la chercher. Et en fait, on va de ce fait, on va essayer encore et on va essayer surtout autrement. C'est-à-dire que parfois dans la vie, j'en reviens à mon histoire personnelle où je me disais, mais en fait, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas faite pour faire ma vie avec des chevaux autour de moi, alors que c'est ma passion depuis toute petite. Donc c'est complètement incohérent en fait de me dire, je les sors de ma vie, de mon existence. C'est juste que, est-ce que là, la vie, elle me demande pas juste de faire autrement que de la façon dont ça se dessinait ? Est-ce que ça me demande pas de prendre juste une voie un petit peu différente ? Et là, j'ai plutôt décidé d'aller faire confiance en la vie, en ces surprises, pour me dire peut-être que je vais être amenée sur un autre chemin, que je vais rejoindre de toute façon les chevaux à un moment ou à un autre, mais que ce sera pas de la façon dont j'imaginais. Et entre-temps, je vais juste me foutre la paix et arrêter de forcer. Et être dans des petites actions quotidiennes. Donc entre-temps, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que j'ai acheté un cheval. Mais à défaut de l'acheter pour moi, je l'ai acheté pour ma fille. Et
ce qui était aussi dans le plan, puisque c'était prévu qu'on en ait 2, eh bien je l'ai réajusté ce plan. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 2 chevaux qui devaient être aussi des chevaux qu'on aurait à la maison, en tout cas au plus proche de chez nous, eh bien là c'est un cheval qui n'est pas directement le mien et qui est celui de ma fille. Et surtout, j'ai délégué cette part de le gérer au quotidien en le mettant en pension. Pourquoi ? Parce que à cet instant de ma vie, je sais que je ne suis pas capable, moi, tous les jours, d'aller m'occuper du cheval, parce qu'il y a des jours où ça va et parce qu'il y a des jours où ma peur, ma phobie en fait revient. Et que comme je ne sais pas encore le gérer, eh bien je délègue. Et en attendant, en faisant les démarches qui vont m'aider justement à aller au-delà de cette phobie, à aller au-delà de mes peurs, eh bien j'ai des plans B. Et en fait c'est ça l'histoire, l'idée c'est d'aller poser des jalons différents et de pas s'enfermer dans son histoire. Ça aurait dû être comme si, eh bien puisque c'est pas comme ça, eh ben tant pis, eh ben je renonce, et puis tout est fini, et puis blablabla. Enfin voilà, vous voyez dans quel discours on part. Donc en fait, ça c'est quoi ? C'est avoir un état d'esprit de croissance. Et tout à l'heure, je vous parlais d'état d'esprit fixe, c'est quand on reste enfermé dans la douleur, quand on reste enfermé dans ce que ça nous a provoqué, dans ce sentiment de blessure profonde, d'injustice, etc., qu'on décide soit d'éviter la situation et qu'on se fiche dans l'immobilisme le plus total, soit au contraire on se dit j'avance mais je fais n'importe quoi en fait parce qu'au final j'ai pas observé la situation et forcément je vais probablement me reprendre un mur. En tout cas, dans la plupart du temps, rester dans cet état d'esprit fixe, ça amène à nous construire cette forteresse autour de nous, et donc ça n'est pas du tout constructif. J'ai décidé d'opter pour cet état d'esprit de croissance en allant célébrer déjà mes petites réussites quotidiennes, mes petites victoires quotidiennes, mes petits succès quotidiens, de les noter sur un carnet parce que sinon j'ai tendance à les oublier et biais de négativité, quand ça va pas, je ne vois que le noir. Et bien là, je vais aller voir dans mon carnet en le relisant, waouh, j'ai fait tel pas, waouh, je vais avancer comme ça aujourd'hui, ah là j'ai fait ça. Et aussi d'observer qui on est, qui on devient. Pour moi, quelqu'un de fort aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse. C'est quelqu'un qui a su magnifier ses failles, qui a su magnifier ses cicatrices, qui a su transcender ses blessures, ses douleurs d'âme, en les transformant en amour inconditionnel envers la vie, envers qui ils sont. Et j'aurais plutôt tendance du coup à dire que ce qui ne me tue pas me rend plus sage, parce qu'au final, j'ai gagné en conscience de moi-même, j'ai gagné en conscience de la fragilité de la vie, mais pas au sens de maintenant j'ai tout le temps peur de la mort, au sens de je connais l'impermanence des choses, je connais mon impermanence aussi, je n'ai pas peur de me montrer vulnérable, je sais que j'ai la possibilité de me reconstruire et de me réparer quand je chute. Et en fait, c'est au lieu de cacher cet échec, au lieu d'aller cacher ces failles, je vais aller chercher à les sublimer, à révéler ce qu'il y avait à l'intérieur de moi de plus beau, dans mes parts les plus sombres, d'aller chercher finalement ce que ça réveille en moi aussi de plus beau. Et donc c'est ça le choix de la douceur et de l'engagement. Donc la douceur, ça va être de reconnaître ce sentiment de je me sens en échec, je me sens mal, ça va pas. D'accueillir les émotions. Ok, ça va pas, j'ai le droit. J'ai le droit de dire que ça va pas, j'ai le droit de me sentir pas bien, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir peur. D'exprimer les émotions, de dire ou de montrer les émotions à travers peut-être une expression justement culturelle, artistique, sportive, qu'importe, mais d'aller extérioriser finalement les émotions, plutôt que les exprimer, les extérioriser. Se laisser du temps pour les digérer, les comprendre, les analyser. Donc par exemple, pourquoi je me sens en échec ? Sur quels critères je me base pour dire que je suis en échec ? Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience sur moi ? Quelles sont les ressources auxquelles j'ai fait appel ? Les ressources à l'intérieur de moi, mais aussi les ressources externes. Et qu'est-ce que ça vient raconter sur moi ? Quelles sont les choses qui marchent bien et qui ne marchent pas quand j'essaye tel ou tel truc ? Parce que peut-être que finalement j'essaye des trucs qui ne fonctionnent pas et que je peux me débarrasser de ce type de stratégie par exemple. Qu'est-ce que j'ai réussi dans la situation que je décris comme un échec ? Parce que dans la situation que je décris comme un échec, il n'y a pas eu que de l'échec.
En fait, à l'intérieur de ça, il y a eu aussi des réussites et des petites victoires. Donc, qu'est-ce que j'ai bien réussi ? Et puis ensuite, il y a le côté engagement qui est important pour moi, donc la douceur et l'engagement. L'engagement, c'est maintenant, je sors du mental pour pouvoir activer ce pouvoir de résilience. Eh bien, ça va demander de repasser à l'action, de reprendre en main sa vie quelque part et d'avancer. Et donc là, c'est qu'est-ce que je veux ? Quel objectif est aligné avec la vision de ce que je veux dans ma vie ? Finalement, est-ce que ce que je visais et pour lequel je me sens en échec, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je veux ? Est-ce que c'est toujours ça que je veux ? Ou est-ce que je peux réadapter, revoir les choses en fonction d'une vision plus juste peut-être de ce que j'ai envie ? Comment je vois ma vie finalement, globalement, et est-ce que ce que je poursuivais, c'était en lien avec ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie ? Comment je peux réévaluer mes critères de réussite et d'échec ? J'en ai assez parlé tout à l'heure. Est-ce que ça répond à des besoins ? Est-ce que ça répond à des valeurs ? Est-ce que ça répond à des sensations que j'ai envie de ressentir à l'intérieur de moi ? Voilà, est-ce que ça m'appartient ? Et est-ce que ça a du sens pour la personne que je suis ? Est-ce que c'est en corrélation avec qui je suis ? Donc c'était dans l'idée d'aller se débarrasser des injonctions, des étiquettes qui ne nous appartiennent pas. Et d'aller créer ensuite des étapes réalisables. C'est-à-dire que c'est faire le deuil à un moment de ma vie, j'ai pu faire ça, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment de ma vie où j'ai réalisé tel ou tel truc, je n'ai pas vécu la douleur de cet échec, je n'ai pas vécu la blessure, je n'ai pas vécu cette souffrance qui, malgré tout, altère aujourd'hui mon énergie. Donc, de quelle manière je peux, malgré tout, capitaliser sur ce que je sais que je peux faire, mais que je vais faire dans une énergie différente aujourd'hui. En tout cas, quel est mon niveau d'exigence envers moi-même à ce moment-là ? Parce que il faut reconnaître que si j'ai le même niveau d'exigence et que je ne tiens pas compte de ce que j'ai vécu, c'est probable, là aussi, que je me fourvoie et que je retombe dans une situation qui va me conduire à l'échec. Puisque cet échec est venu m'apprendre quelque chose. J'ai envie de finir cet épisode qui est déjà très long avec quelques citations que je trouve inspirantes. Donc il y a 4 citations qui m'inspirent pas mal, que j'ai relevées il y a quelques temps et qui m'ont aussi aidé dans mon parcours de résilience. Un échec est un succès si on en retient quelque chose. Donc c'est exactement ce que je vous disais juste avant. C'est une citation de Malcolm Forbes qui est à l'origine du magazine Forbes. Autre citation inspirante, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du succès. Donc là, c'est Adriana Huffington qui dit ceci. Adriana Huffington qui, pareil, est la créatrice du magazine et du média Huffington Post. Donc là, c'est pareil, c'est qu'en fait, on a tendance à opposer effectivement l'échec avec le succès ou la réussite. Or, il ne faut pas oublier que finalement l'un fait partie de l'autre, que quand on va connaître le succès, c'est parce qu'on aura aussi accepté de connaître des échecs et vice-versa. On va connaître des échecs, mais à un moment donné, il y a aussi des succès. Et donc, il faut reconnaître ces succès, aller voir les succès aussi, savoir les reconnaître comme tels. Autre citation inspirante, cette fois-ci de Jeff Bezos, donc qui est le fondateur d'Amazon. Je savais que si j'échouais, je n'aurais pas de regrets. La seule chose que je pouvais regretter était de ne pas avoir essayé. Et ça, ça a été mon leitmotiv finalement. Je me suis dit, mais si j'arrêtais maintenant, j'aurais un profond regret parce que j'aurais le sentiment de ne pas avoir essayé tout ce qui était possible de mettre en œuvre pour réussir. Et que je pense que je ne m'arrêterai de suivre ma voie finalement, de vouloir vivre de ma passion, qu'à partir du moment où j'aurai vraiment la sensation d'être allé jusqu'au bout de toutes les possibilités qui se présentent à moi pour essayer de réussir. Continuer à essayer, c'était vraiment le petit message d'espoir que j'avais toujours à l'intérieur de moi et qui m'a fait par moments, dans des moments où vraiment je me demandais mais à quoi bon me lever ce matin, ça a été vraiment ce petit truc-là de me dire tu peux encore essayer, il y a toujours de l'espoir et t'as pas essayé tout ce qui était possible encore. Donc, vas-y, lève-toi. Et enfin, ma citation préférée, j'aime beaucoup Paulo Coelho, je le lis d'ailleurs en ce moment avec l'alchimiste. J'adore cette histoire et j'adore cet auteur qui m'inspire énormément. Et cette citation-là, quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant.
On ne peut pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, on peut en tirer des apprentissages, des leçons, en revisitant l'histoire, ça c'est sûr, on peut la revisiter pour en tirer quelque chose, en apprendre quelque chose. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas revenir en arrière, refaire les choses, réécrire les choses. À un moment donné, faire le deuil de ce qui n'a pas été, ça fait partie de la vie pour accueillir ce qui est et ce qui peut être, c'est-à-dire accueillir ce qui est là aujourd'hui et me tourner vers ce qui pourra être là demain. Et donc, se préoccuper de la meilleure façon d'aller de l'avant. Parfois, c'est se préoccuper simplement d'aller mieux, de se sentir mieux, de prendre soin de soi, de développer finalement son amour inconditionnel envers soi-même, envers les autres. Et pour moi, c'est ça l'ultime raison d'avancer. Donc, je voulais conclure là-dessus, de prendre vraiment soin des 3 dimensions cerveau, cœur, corps, comme je le dis très souvent dans ce podcast. Si je mentalise uniquement cet échec, que je reste dans le mental, que je m'enferme dans mes pensées, finalement, je viens de le dire, je m'enferme, je m'immobilise, je me fiche dans une situation qui me maintient dans un état d'esprit fixe, donc je ne me permets pas d'avancer. À un moment donné, je dois m'autoriser à revenir un petit peu dans mon centre, au niveau un petit peu du cœur, pour me dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me porte. Alors parfois on a ce sentiment de douleur, de désespoir, de se dire mais en fait je n'arriverai jamais à toucher du doigt cette situation qui me ferait tant vibrer, que j'espère tant, à laquelle j'aspire tant, et j'ai l'impression que c'est tellement éloigné de ce que je vis en ce moment que je me dis mais comment je vais faire, c'est impossible, etc. Et là, pour se reconnecter au possible, eh bien, c'est de redescendre encore un petit peu plus dans son corps et d'être justement ancré dans son corps et de vivre l'expérience au niveau corporel, donc de donner du mouvement. Et le mouvement, ça passe par l'action. Maintenant que j'ai défini qui j'étais vraiment, c'est-à-dire que je suis capable de définir mes propres critères de réussite et d'échec, ce que je veux vraiment pour moi dans la vie, quelle réputation j'ai envie d'entretenir envers moi-même, comment je veux me percevoir, est-ce que je veux me percevoir d'une façon qui est moche, qui est dégueulasse, qui est triste, qui est aigrie, qui est pleine d'amertume, ou est-ce que je veux me voir avec beaucoup d'amour, est-ce que je veux voir la vie avec beaucoup d'amour, d'espoir. Voilà, je conclus cet épisode qui a été assez long, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aura touché et inspiré. N'hésitez pas à partager cet épisode à un ami peut-être qui en a besoin parce que réellement je pense que ça a du sens aujourd'hui de parler de l'échec, de désacraliser l'échec, qui est vraiment en France très mal perçu et de montrer qu'en fait à travers l'échec il y a tellement de choses à en retirer, non pas pour devenir plus fort mais en fait pour devenir plus sage, pour propager ensuite sa sagesse au monde et pour aider ensuite d'autres personnes qui se sentent à un instant T en échec, peut-être en détresse. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer le lien de cet épisode à un ami qui aurait besoin de l'écouter et puis à peut-être me partager votre propre expérience de l'échec, ce que cet épisode vous aura inspiré. Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation. À très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.